une certaine échelle, oui. Ben, c'est précisément ce qui s'est passé après en mai 68, mais on en parlera un peu plus tard. Enfin, aujourd'hui, on n'aura pas le temps, je pense. Mais en mai 68, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les responsables, justement, des équipements type CDL, Maison de la Culture, tout ça, ont dit, mais attendez, c'est bien beau, mais le problème, c'est que ça fait l'objet de la déclaration de Villeurbanne, d'ailleurs, en 68. Ils ont tous signé un truc, un document, en disant, enfin, cette politique culturelle de Malraux, ça ne marche pas, c'est pas possible. Les gens ne vont pas, les ouvriers à qui on veut s'adresser ne viennent pas au théâtre. Et c'est lui qui a eu cette idée de créer dans chaque petite région de France, en 1944, donc peu de temps avant la fin de la guerre, eh bien, il se disait, bon ben voilà, à partir du moment où on sera sorti de la guerre, eh bien, on va inventer, appelez-le comme vous voudrez, des foyers culturels, et là, le mot, on va inventer donc des maisons de la culture. Des maisons de la culture où, en fait, il pourrait y avoir à la fois des artistes, bien sûr, mais il pourrait aussi y avoir des ouvriers, il pourrait aussi y avoir des scientifiques, et puis tous ces gens-là pourraient échanger sur une forme sur la création d'une culture, et d'une culture qui soit liée à leurs propres aspirations, quoi, puisque tous devaient partager de toute façon les mêmes conditions d'existence. Donc à partir du moment où ils partagent les mêmes conditions d'existence, alors ils peuvent faire culture commune, quoi. Donc ça c'est un truc qui est vraiment, qui est déjà un peu dans l'esprit qui est déjà présent dans l'esprit de Guénaud, et puis qui va être repris quelques années après par Malraux, qui va faire justement son fer de lance. Les maisons de la culture, ça va être un peu son bébé, mais c'est quelque chose qui existait déjà. Mais je crois que là où il faut entendre Jean Guénaud, c'est peut-être dans la filiation justement des bourses du travail, parce que les bourses du travail, elles ont été théorisées. Alors ça a été mis concrètement en place par les différents responsables des bourses du travail. Mais l'un des personnages phares des bourses du travail, qui les a théorisées, qui les a pensées, qui a essayé qui a été acteur d'ailleurs de ces bourses du travail, c'était Fernand Pelloutier. Fernand Pelloutier qui disait justement, dans le souvenir de la commune, il fallait d'abord, avant de préparer la révolution, avant de faire la révolution, avant de créer des barricades, avant de monter sur des barricades, il fallait d'abord que la révolution se fasse dans la tête des gens. Fernand Pelloutier, P-E-2-L-O-U-T-I-E-R, Fernand Pelloutier. Donc c'était un anarchiste, syndicaliste, et disait voilà, ces bourses du travail, ça doit être l'endroit où les ouvriers peuvent d'abord faire la révolution dans leur esprit, dans leur tête. Il faut faire d'abord la révolution dans la tête avant de la faire dans les barricades. Parce que la commune a eu ceci de tragique, c'est qu'en plus, non seulement elle était sanglante, mais c'est aussi parce que l'organisation des ouvriers par eux-mêmes, l'autogestion des ateliers, etc., la démocratie participative, c'était quelque chose qui était très difficile à mettre en place. Et on n'avait pas encore tout à fait cette culture-là, à ce moment-là. Et que, justement, il fallait que chacun puisse partager son savoir avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle Pelloutier disait qu'il faut que les ouvriers, les artistes et les savants puissent travailler ensemble. Parce que les uns comme les autres partagent la même volonté de s'affranchir, justement, de régimes de contraintes. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que Jean Guénaud disait, en 1944, avec le contexte de la montée du nazisme, des fascismes, il disait, voilà, il faut réussir à créer, à ce que les gens se rassemblent et que les artistes, ouvriers et savants puissent travailler communément pour inventer cette culture commune, qui est une culture qui serait une culture antifasciste. Donc les maisons de la culture, elles avaient cette fonction-là, et je pense qu'elles étaient vraiment dans l'affiliation des bourses du travail. Non, vous venez de répondre, je n'étais pas sûr vraiment de la généalogie. Mais cette décentralisation, qui va être l'un des moments phares justement avec la création du ministère des Affaires culturelles, eh bien ça va être prolongé, ou du moins ça va être dans l'héritage de celui du mouvement d'éducation populaire que va utiliser André Malraux à partir de 1959. Alors André Malraux, qui c'est ce bonhomme? André Malraux, c'est d'abord un intellectuel, c'est un auteur,
On sait qu'il a été aviateur aussi, il s'est engagé du côté des Républicains pendant la guerre d'Espagne. On sait aussi qu'il a été un ami de Léo Lagrange, avec lequel peut-être ils avaient pensé un projet commun culturel. Léo Lagrange qui a créé justement le mouvement des auberges de jeunesse. Donc, lorsque Malraux est arrivé au ministère de la Culture, les gens de l'éducation populaire se sont dit formidable, un ami de Léo Lagrange, il va être de notre côté, l'éducation populaire va pouvoir se développer. Sauf qu'il n'en a pas été tout à fait ainsi. Donc déjà, il faut savoir que donc, cet André Malraux, en plus d'être un ami de Léo Lagrange, c'était aussi un ami de De Gaulle. Et donc, De Gaulle va faire appel à lui en 1947, lorsque le parti, le RPF, va être créé. Donc le RPF, c'est l'ancêtre du RPR, quoi. Oui, de l'UMP, oui, pardon, et de l'UMP aujourd'hui, et du PR, du PR aujourd'hui, du PR. On faudrait, ne comptez pas sur moi pour faire une histoire du PR, mais oui, voilà, enfin, en tout cas, on va dire le père fondateur du PR, c'était donc le RPF, donc le parti de Gaulle, et il fait appel donc en 1947 à la création de ce parti, à Malraux. Et il fait appel à Malraux pour s'occuper donc de la propagande, en sachant qu'à cette époque-là, donc on était à l'après-guerre, eh bien il y avait un ennemi à combattre, et c'était évidemment le communisme, et puis le communisme et surtout la propagande culturelle que avait lancé Staline. Et donc, dans cette guerre froide qui oppose l'URSS aux USA, eh bien, il fallait choisir son camp, le camp était choisi, mais il fallait surtout lutter contre ce phénomène de propagande culturelle et ce qu'on appelait à ce moment-là le réalisme socialiste, qui est une dégradation finalement du théâtre d'agitation et de propagande, sauf qu'il a été récupéré par le parti, et le parti en a fait une sorte de cheval de bataille. C'est quoi le théâtre d'agitation et de propagande? Alors le théâtre d'agitation et de propagande, en fait c'est né en 1917 à la Révolution d'octobre. C'est né en 1917 parce qu'il y a eu à ce moment-là des ouvriers, un peu comme aurait pu le faire d'ailleurs les premières scènes, fêtes civiques qui ont eu lieu au moment de la Bastille. Bon, à la Bastille, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, donc il fallait informer d'un quartier à l'autre de Paris ce qui était en train de se passer. Et donc on avait monté un tréteau, puis on jouait ce qui était en train de se passer, la chute de la Bastille, etc. Aux gens pour les informer de ce qui se passait. Donc c'est un théâtre d'information en quelque sorte au départ. Et le théâtre d'Agitprop a fait un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui se faisait par les ouvriers, dans le milieu ouvrier, pour parler des conditions de travail, de la Révolution, etc. Et ça a trouvé il a trouvé une forme esthétique à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'artistes très connus aujourd'hui. Meyerhold a été l'un des aussi... a apporté sa contribution au théâtre d'agitation et propagande par la mécanisation, la biomécanique, etc. Ça a beaucoup nourri. Et le théâtre d'agitation et propagande, c'est un théâtre, on va dire, qui est du côté du grotesque et qui va à la fois... ça suit en fait la directive qu'avait donnée Lénine, qui disait qu'il fallait, pour que la révolution puisse opérer, non pas compter sur les syndicats, qu'on pouvait toujours retourner, mais qu'il fallait au contraire travailler au sein même des masses ouvrières. Et donc il disait qu'il fallait à la fois faire de l'agitation, c'est-à-dire en gros faire une espèce d'appel, solliciter les gens, faire de l'agitation politique, c'est-à-dire je dirais susciter là aussi une forme d'enthousiasme esthétique par des formes, enfin voilà, distraire les gens et puis les interpeller, donc un théâtre d'interpellation. Donc lui, Lénine disait donc que faire? Il disait il faut faire à la fois de l'agitation et de la propagande, c'est-à-dire l'agitation, donc soulever les gens, et la propagande, informer ou instruire des raisons pour lesquelles on va agir. Et donc le théâtre d'agitation et de propagande, c'est un théâtre qui vise à interpeller et à instruire. Et donc c'est un théâtre qui est né dans la Révolution d'octobre
et qui a trouvé après différentes formulations en Europe. Ouais. Vous avez des ouvrages sur le théâtre d'agitation? Théâtre d'agitation et propagande, vous avez le théâtre 27. Alors vous avez 5 volumes, forts volumes qui parlent de ça. Oui. Okay. Théâtre 27, agitation et propagande, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc c'est un mouvement qui s'est développé principalement en URSS, mais qui est allé en Allemagne, qui est allé dans les pays d'Europe de l'Est, et qui est arrivé en France très tard en fait. Qui est arrivé dans les années 30 en France. Alors en France, on avait un théâtre ouvrier, on avait un théâtre... voilà, donc il y avait plusieurs courants de théâtre ouvrier. Mais le théâtre d'agitation et propagande est arrivé dans les années 20-30 en France avec le groupe Octobre. Le groupe Octobre qui a été en fait créé par Jacques Prévert, les frères Prévert. Donc les premiers textes poétiques de Jacques Prévert, c'était dans le groupe Octobre, en référence à l'Octobre Rouge. Et donc c'était un théâtre on pourrait dire, cette espèce de journal vivant, quoi, journal, vous voyez, donc on faisait l'actualité sur scène en quelque sorte, et puis on essayait d'interpeller les gens en faisant passer des messages, des slogans, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et souvent dans une forme poétique, quoi. Je pensais que Prévert, je pensais pas que Prévert avait commencé comme ça, c'était fait connaître comme ça. Oui. Parce qu'à j'ai une image de Prévert plutôt sympathique, hein, mais plutôt droitière. Ah non, non, c'est un petit peu plutôt, c'est un libertaire, Prévert au départ. J'ai un souvenir de... C'est pas lui qui a écrit la gauche et la droite avec un apostrophe. Ah, je sais pas. Alors, peut-être que c'est... Non, celui qui a écrit tous les textes de Prévert qu'on connaît, Jacques Prévert, Soleil de nuit, je crois que c'est lui, non Vampire de cochon, celui qui a le boudin, enfin bon, voilà, je sais pas. Enfin bon, il a commencé comme ça, il a commencé comme agitateur en quelque sorte dans son groupe, mais c'était surtout un homme de plume, donc il écrivait sur voilà, des espèces de textes très engagés, très militants à ce moment-là, avec son frère aussi. Donc ça a duré quelques années, le groupe Octobre. Hein. Et puis en fait ça s'est arrêté le groupe Octobre en 1936, parce que dans son groupe il y avait à la fois des gens qui avaient de sensibilité politique plutôt communiste, d'autres plutôt anarchistes. Et le groupe s'est éclaté au moment de la prise de position de l'URSS par rapport à la guerre d'Espagne. Parce que la guerre d'Espagne qui était... où il y avait un courant anarchiste très fort, enfin, avec la CNT, la création de la CNT qui était là. Et donc certains se reconnaissaient dans ce mouvement libertaire de la CNT, anarchiste et syndicaliste. Mais contre la décision de Staline de ne pas aller s'engager dans la guerre d'Espagne. Et donc politiquement, ça a divisé absolument tout le monde. Et donc le groupe Octobre s'est un peu dissous de lui-même. Mais il faisait partie, en tous les cas, il était allé à Moscou faire une présentation, parce que Moscou avait invité donc, toutes les troupes européennes d'agitation et de propagande à faire une espèce de grand festival de théâtre d'agitprop. Et le groupe Octobre a été invité. Et les membres, et dont Prévert s'était senti très très mal à l'aise là-bas, en sentant qu'ils étaient complètement instrumentalisés, quoi. Voilà, ça c'est donc l'état d'agitation et de propagande. Pourquoi je vous parlais de ça Pourquoi je vous parlais de ça, d'agitation et de propagande? Maintenant j'ai un doute. Je ne sais plus de quoi je parlais. Léo Lagrange, voilà. Ah oui, interpellé, informé, oui. Bon, voilà, écoutez, j'ai un petit blanc là, je ne sais plus quand je vais en parler. Bon, voilà. Léo Lagrange et oui, alors, oui, donc... théâtre de propagande. Voilà, oui, c'est ça, théâtre de propagande, oui, tout à fait, théâtre de propagande au moment de la guerre froide. Évidemment, parce que le réalisme-socialisme venait justement, c'est une dégénérescence en quelque sorte du théâtre de propagande, d'agitation et de propagande, et donc on allait faire des spectacles de propagande où on allait sublimer en quelque sorte le communisme à travers le monde. Donc c'était des spectacles où on avait complètement instrumentalisé les formes artistiques. Donc par rapport à ce mouvement de propagande qui venait du RSS, il fallait que la France, selon Malraux, occupe une place de choix. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a voulu interpeller, lui, les intellectuels à ce moment-là. Et donc, on est en mars 1948,
Donc la guerre est terminée et il interpelle à la salle Pleyel tous les intellectuels de France et de Navarre, si je peux dire, pour dire que justement la France avait un rôle civilisationnel à jouer. C'est-à-dire contre ce mouvement de propagande en URSS, il fallait que la France trouve sa place. Et pour trouver sa place, il fallait qu'elle s'appuie sur son patrimoine culturel, qui est un patrimoine universel très fort et avec lequel on allait pouvoir justement lutter contre le mouvement propagandiste qui venait du RSS. Et donc contre cette culture totalitaire, il fallait essayer de trouver une culture patrimoniale et universelle, quoi. Non pas une culture qu'on allait imposer, mais une culture qu'on allait trouver dans notre héritage. Alors ça correspond en plus, cette prise de position de Malraux à la salle Pleyel, ça correspond finalement tout à fait à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui disait que justement, il fallait donner la possibilité aux personnes ce droit à prendre part à la culture. Donc là, je vous cite l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme de décembre 1948, donc qui est la même année que cette déclaration de Malraux à la salle Pleyel, qui dit « Toute personne a droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » Donc cette déclaration des droits de l'homme stipule que tout le monde a le droit de prendre part à la culture. La culture, c'est ce qui peut se partager, c'est fait le lien entre nous. Et donc, cette concomitance des dates tente à prouver que Malraux s'inscrit lui aussi dans cette logique universaliste de la culture, et en l'occurrence ici la culture française. Donc, pour lui, la culture, elle a une mission qui est donc comment dirais-je, salvatrice, puisqu'elle va permettre justement de rassembler les gens et de les libérer du joug de l'oppression propagandiste de l'URSS. Et donc, il faut essayer pour lui, à travers la culture, d'exalter en fait le sentiment national. Et c'est la raison pour laquelle il va, peu de temps après, considérer que ce projet-là, ce projet civilisationnel, c'est un projet culturel qui a une mission anthropologique, puisqu'il s'agit de voir que on est dans une ère qui est l'ère des nouvelles technologies. Il a fait, par exemple, il a participé à ce grand événement en mai 59 qui s'appelait les Illuminations d'Athènes, où il disait que la parole de Périclès, qui avait été donc qu'il donnait au micro, ça avait été diffusé dans plein d'autres pays. Donc c'était la première fois dans l'histoire, à l'échelle de l'humanité, qu'une parole pouvait être répandue comme ça à l'échelle du monde. Donc on était à un tournant civilisationnel. Il disait que la France donc avait un rôle à jouer dans ce tournant. Donc si vous voulez, le projet de Malraux est un projet d'envergure. Alors, il est évident qu'à côté de Roselyne Bachelot, on est quand même bien loin. Roselyne Bachelot, qui est passionnée d'opéra, paraît-il. Mais en dehors de ça, quel est son projet de politique culturelle? Elle est scientifique, Comment? Elle est scientifique. Et elle est scientifique. Alors, je sais pas, lui, qu'est-ce qu'elle exerçait avant? Elle était médecin, non? C'était pas... Elle était médecin et médecin de sport aussi. Ah, voilà. Mais enfin, moi, je la connais surtout pour avoir participé aux grosses têtes. Voilà, je sais qu'elle était donc très présente aux grosses têtes. Elle avait souvent la bonne blague. Voilà. Mais vous voyez que, donc c'est vrai qu'il n'y a pas à comparer, ce qui n'est pas comparable, mais entre Françoise Nyssen, Roselyne Bachelot et André Malraux, si vous voulez, Malraux est tout à fait critiquable, mais au moins il est critiquable sur un projet politique, un projet vraiment de culturel qui se situe vraiment dans une démarche anthropologique, c'est-à-dire vraiment il s'inscrit dans un tournant de l'histoire et de la civilisation. Et c'était quoi le rapport de Malraux avec le théâtre d'agitation et de propagande? Aucun. Justement, il était contre cette chose-là, c'est ce qu'il décrivait comme une propagande soviétique. Voilà. D'accord. Pour lui, justement, ce qui se passait juste à l'après-guerre, c'est que l'URSS essayait justement d'être dans cette démarche de propagandiste et que ça représentait un danger et que pour lui, il fallait
il fallait absolument trouver la parade. Et trouver la parade, c'était renouer en gros avec ses racines culturelles et son héritage culturel, et dire que la France avait justement son rôle à jouer dans ça, donc contre justement la propagande soviétique. On ne parlait plus vraiment de théâtre d'agitation et de propagande à ce moment-là, on disait plutôt que c'était du théâtre, c'était le réalisme socialiste de Zhdanov. Donc ça, c'était une démarche qui était absolument qui était appuyée par Staline, quoi. Meyerhold d'ailleurs avait été assassiné par Staline. Enfin, tous les artistes du théâtre d'agitation et de propagande ont été passés au crible du réalisme socialiste, et donc ils ont disparu à partir du moment où il a été imposé, le réalisme socialiste a été imposé. Donc on voyait vraiment que c'était une culture dominante qui prenait la place ici. Donc Malraux lui disait, voilà, la France a un rôle à jouer, a son rôle à jouer là, et c'est un tournant aujourd'hui. Donc on est dans les années 50, fin des années 50, 59, donc on est à un tournant, puisqu'en plus de ça, on a des appareils techniques qui nous permettent de diffuser, donc d'avoir un rapport à la culture, d'un accès à la culture, mais aussi de diffuser cette culture de façon, sur tous les continents en même temps, au même moment, quoi. Voilà. Et donc Malraux, qui donc est dans ce projet-là, eh bien, donc il va être appelé par De Gaulle à créer ce ministère. Donc le ministère, c'est pas lui qui l'a créé, c'est Malraux qui essayait de lui proposer différentes choses, et puis finalement on savait pas trop quoi lui proposer, et puis finalement le choix s'est porté sur le ministère des Affaires culturelles. Donc on a créé le ministère des Affaires culturelles qu'il a occupé. Et cette façon de donner la place à la culture, cette façon d'aller vers la culture, eh bien, ça fait l'objet de l'article 1er du décret de juillet 59, le décret de juillet 59 qui statuait sur le rôle que devait jouer le ministère des Affaires culturelles. Et donc je vous cite ici l'article 1er, donc on est en 1959, rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Ce qu'on entend ici, c'est qu'il faut considérer ce patrimoine culturel comme un bien commun, auquel il faut donner accès le plus facilement et le plus largement possible à l'ensemble de la population. Donc on est vraiment dans une logique, vous voyez, qui commence avec ce discours à la salle Pleyel, où il demande aux intellectuels justement de prendre en charge et de participer à ce mouvement contre la propagande du réalisme socialiste. On flirte en effet avec la Déclaration des droits de l'homme et l'article 27 qui dit qu'en effet il faut que toute personne ait le droit de prendre part à la culture, en tous les cas de participer à la vie culturelle, en tout cas d'avoir accès à cette culture. Et avec le premier décret, l'article 1er du décret de juillet 59 sur le rôle du ministère des Affaires culturelles, qui est en effet de donner accès, rendre accessibles les œuvres de patrimoine, et en l'occurrence celui de la France. Déjà là, dans l'ordre de ces... il y a une espèce, peut-être pas... Il y a une idée de priorité presque. Il y a le patrimoine, et puis il y a la création. Il y a quelque chose qui est... On va quand même du mort au vivant. Non mais je trouve, hein, peut-être oui. C'est parce que... Oui. Mais donc, l'axe... Enfin, voilà. Et c'est encore comme actuellement, où il y a le patrimoine, qui est un aspect du ministère de la Culture qui représente la moitié, et la culture où dedans on va trouver au final la création. Mais donc, voilà, le vivant n'est pas, enfin le vivant, le présent, le truc le plus précieux voilà, qu'on pourrait encourager finalement est toujours là, Malraux comme actuellement, je trouve mis à la même place, une place subalterne, oui. Oui. Pas prioritaire. Oui, tout à fait. Vous avez noté que c'est
rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité. C'est la première fonction du ministère de la Culture, c'est rendre accessible. Hein? C'est quoi les œuvres capitales? Ben, c'est les œuvres. Alors, bonne question, qu'est-ce que c'est que ces œuvres? Qu'est-ce que c'est que ces œuvres en question? Eh bien, c'est ce qu'on va appeler les œuvres de la haute culture. C'est-à-dire les œuvres qui sont, c'est les œuvres consacrées, c'est les objets culturels consacrés, c'est-à-dire c'est tout ce qui rentre dans l'histoire de l'art. C'est en effet les tableaux des grands maîtres, c'est... Parce qu'on n'est pas encore dans la notion des beaux-arts. Alors, c'est pas exactement, puisque justement, le ministère des Affaires culturelles veut se différencier, en fait, du ministère des Beaux-Arts, enfin, du secrétariat des Beaux-Arts. Et toute la complexité dans laquelle se trouve Malraux lorsque ce ministère est créé, c'est justement de montrer que le ministère des Affaires culturelles, c'est ni les Beaux-Arts, ni l'Éducation nationale, ni Jeunesse et Sport, et il a une attribution qui lui est propre et spécifique. Oui, mais en même temps, il dit ça, mais ce qui est passionnant à Moscovite, c'est qu'à Pleyel, je ne sais plus quel date c'est, il parle quasiment des droits culturels. Oui. Oui. C'est comme s'il faisait référence à ce qui est aujourd'hui quelque chose qu'on j'espère que vous discutez tous, et qui est vraiment quelque chose d'horizontal et qui est la Déclaration universelle. Et en je ne sais pas combien d'années ou je ne sais pas combien de temps, il passe de Pleyel à son ministère et il fait l'inverse de ce qu'il défendait avec la Déclaration universelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire les droits culturels, il va faire encore, moi je trouve, les beaux-arts. Oui, d'une certaine façon. Il va effectivement écarter le sport et social et l'éducation populaire. Ouais. Il va garder quand on dit œuvre capitale de l'humanité, c'est quand même esthétique, c'est les belles esthétiques. Voilà. C'est tout ce qui, c'est l'excellence culturelle. C'est l'excellence culturelle, voilà, c'est ça. Donc pour lui, les œuvres, c'est ce qui rentre en effet dans le champ de, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on considère comme l'excellence culturelle, quoi. Mais comment est-ce qu'entre Pleyel et 59 et juillet 59, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il... Voilà. Qu'est-ce qui a fait ce cheminement ou cette inversion totale presque? Ben, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un malentendu en fait. Je crois qu'il y a eu un malentendu, c'est-à-dire que lui disait qu'il fallait rendre accessibles les œuvres. À aucun moment il disait qu'il fallait faciliter la participation active à la réalisation des œuvres. Et donc le problème il est là en fait. C'est que ce que ça va générer comme malentendu et comme conflit avec les mouvements d'éducation populaire, qui eux s'inscrivent davantage dans la participation, c'est-à-dire la réalisation d'œuvres, Malraux va dire non, non, ce qui compte, nous, par-dessus tout, c'est que les spectateurs qui n'ont pas accès à la culture, à qui il faut donner accès à la culture, puisqu'on se rend compte que c'est l'objectif premier, eh bien, il faut les mettre en face des œuvres de haute culture. Donc toute sa démarche va consister finalement à déplacer ces œuvres, en fait, à créer ce qu'on va appeler des ambassades, en quelque sorte, de la grande culture. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait faire descendre le Louvre et la Comédie Française dans toutes les régions de France, quoi. Des petites... comment ça s'appelle le parc de la Villette, là, des petites villettes? Comment ça s'appelle aujourd'hui, ces petites choses qui se font partout en France? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. C'est des mini-villettes. Des mini, oui. Des mini... comment ça s'appelle à la Villette, les différents petits... Ah, de la Villette? Non, mais des folies. Des mini-folies de la Villette. Ah oui. Aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a une qualité du ministère qui est de créer des mini-folies de la Villette, estampillées Villette, qui sont déconcentrées, pas décentralisées, qui sont déconcentrées dans différents endroits, à Limoges, et ça crée quelque chose qui montre des belles œuvres. Qui montre les belles œuvres. Et moi, je reviens à ce que tu disais sur les CDN. Est-ce qu'après Yel, quand il réunit tous les artistes, il réunit seulement les artistes, mais c'est un peu en imaginant que les artistes pourraient devenir tous des petits copios. Et en fait, non, les artistes vont prendre ça en se disant on va garder notre chasse gardée. Oui. Et on va devenir des artistes bien sûr décentralisés, mais qui vont travailler sur nos belles œuvres et sur nos exigences, nos excellences. Et ça donne les CDN, j'en veux pas au CDN, j'en veux pas du tout au CDN, mais qui vont se partager le gâteau. Oui, tout à fait. Je le trouve. Oui, vous avez absolument raison. C'est le discours qui tient un peu ici, je pense au CDN. Le discours qui tient ici au CDN, c'est de... il y a une plage pour chaque chose, il y a un usage pour chaque lieu, et nous, on n'a pas vocation dans un CDN à faire usage de ce lieu-là dans la création, ou le c'est vraiment dans ce truc-là de... La création, si. Oui, de la création, mais enfin, même de la création, mais dans quelle référence, dans quels usages, dans quelle esthétique de création, dans quelle vie, enfin, je sais pas, dans quelle strate c'est exercé. C'est au service d'un artiste, mais ce qui peut être très beau, hein, qui crée son projet, qui développe son projet artistique, esthétique. Oui.
voilà, c'est une option. Enfin, c'est une option qui peut être très chouette. Enfin, en tout cas, qui est discutable comme modèle, en tout cas. C'est un modèle qui est tout à fait discutable. Mais disons que bon, enfin, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la question du droit culturel, c'est vrai que Malraux n'est pas du tout dans la notion de droit culturel chez Malraux, elle se limite en tous les cas à l'accessibilité aux œuvres. Voilà, il ne s'agit pas de réaliser des œuvres, mais il s'agit de rendre ces œuvres accessibles. Il faut savoir que, eh bien, en effet, à ce moment-là, le boulot n'est pas fait. C'est-à-dire que même s'il y a des démarches décentralisées, de décentralisation théâtrale à travers Copeau ou à travers Chancerelle, ou Jeanne Laurent qui va justement développer les centres dramatiques nationaux, les CDN, qui vont tous être dirigés par des gens qui sont passés par Copeau et Chancerelle. C'est-à-dire que la plupart ont suivi à peu près les mêmes formations. La plupart sont passés par l'éducation populaire. Donc les directeurs des CDN appartiennent tous plus ou moins aux mêmes familles théâtrales qui sont celles de l'éducation populaire. Bon, ben, ce mouvement-là, avant d'être véritablement amorcé par Malraux, ce sont des initiatives très parcellaires et qui ne sont pas, en tout cas, qui ne font pas l'objet véritablement d'une politique, une orientation déterminée, quoi. Donc, il reste à faire ce travail. Il y a eu des exemples de décentralisation, mais à l'échelle nationale et sur le plan politique, ça n'a jamais été fait. Donc, Malraux, en tout cas, va s'y employer en créant, donc, eh bien, différents pôles dans les provinces. Et ces pôles, eh bien, c'est ce qu'on va appeler les maisons de la culture. Donc, c'est lui qui va mettre en place les maisons de la culture, mais c'est un terme qui vient, comme on disait tout à l'heure, qui vient de Jean Guéhenno, qui disait la même chose en 1944. Donc, 15 ans plus tard, Malraux reprend le terme de maison de la culture, mais il va lui donner un autre sens. Pour lui, les maisons de la culture, c'est déjà des structures qui vont être financées par le ministère de la Culture à 50%, et 50% par les municipalités qui vont les accueillir. Donc c'est du 50-50, quoi. Et les directeurs des maisons de la culture vont être élus par le conseil, généralement par les membres de la structure, le conseil d'administration, mais ils vont aussi avoir l'agrément, ils doivent avoir l'agrément à la fois des municipalités, mais aussi l'agrément du ministère. Donc on voit qu'il y a vraiment une responsabilité et un engagement partagé, quoi. Et donc ces maisons de la culture vont être mises en route, théoriquement par Malraux, mais concrètement par un certain Pierre Moineau. Pierre Moineau qui va, lui, essayer de réaliser ces maisons de la culture sur la base d'une action culturelle, une action culturelle qui va provenir du ministère des Affaires culturelles. Donc il va mettre en place, réaliser ce qu'on va appeler l'action culturelle. Jusque-là, ça n'existait pas encore, l'action culturelle. Alors, comme je vous disais aussi, cette action culturelle, il va falloir qu'il y ait des acteurs pour réaliser cette action culturelle. Elle ne peut pas se réaliser toute seule. Donc il va falloir faire appel à des associations. Et ces associations, la plupart du temps, elles sont sous la responsabilité d'un ministère de tutelle qui n'est pas vraiment un ministère, qui est un haut secrétariat, c'est celui de Jeunesse et Sport. Autrement dit, il n'existe pas de ministère de Jeunesse et Sport, il existe un haut secrétariat de Jeunesse et Sport. On voit bien l'écart qu'il y a entre la culture et Jeunesse et Sport. C'est pas le même, vous voyez, un haut secrétariat, c'est pas la même chose qu'un ministère. On voit que l'importance est accordée davantage au ministère. Alors, ce haut secrétariat donc a sous sa responsabilité un certain nombre d'associations, et ce sont ces associations que Moineau va interpeller et va demander à être transféré au ministère des Affaires culturelles. Donc il va y avoir un premier transfert qui va se faire de Jeunesse et Sport vers la culture. Et donc ces associations, elles ont plusieurs caractéristiques, mais on peut considérer qu'il y a des associations culturelles, il y a des associations dont peuplent les cultures, enfin on voit qu'il y a plusieurs types d'associations. Mais ça montre aussi que si on prend ces associations de jeunesse et sport pour les mettre à la culture, ça veut dire aussi qu'il y a une sorte on pourrait dire de concurrence entre ces deux institutions. Et une concurrence entre la culture et jeunesse et sport, puisqu'on prend ces associations, ça veut dire que jeunesse et sport va peut-être pas forcément l'accepter. Mais on voit très bien qu'à ce moment-là, eh bien, on a besoin d'elles,
Ces associations vont être un soutien, un support à l'action culturelle telle qu'elle va être mise en place par Pierre Moineau, qui se réclame, lui, au début, il dit que cette action culturelle, eh bien, elle est dans l'héritage, finalement, de l'éducation populaire. Donc il revendique parfaitement, au départ, on est en 59, l'héritage de l'éducation populaire. Sauf que il va y rester pas très longtemps, il va y rester 1 an, et il va partir, considérant qu'il n'avait pas suffisamment de moyens pour faire son travail, et il va être remplacé par un certain Émile Jean Biasini. Émile Jean Biasini qui va donc occuper sa place. Il va occuper un poste très important aux affaires culturelles qui va être la DTMAC, c'est le département du théâtre, de la musique et de l'action culturelle. Créé donc par Moineau, M-O-I-N-O-T, et Biasini va prendre la direction en 60. Et lui, Biasini, très clairement, il ne veut absolument pas avoir de rapport avec l'éducation populaire. Pour lui, c'est absolument antinomique avec le projet d'action culturelle de la culture. Et donc, il va absolument s'inscrire en faux avec ce projet-là. Et donc, il va y avoir à partir de 60, 61, un véritable revirement où ces associations qui avaient été donc prises sous la houlette des affaires culturelles, eh bien, il y a une grande partie d'entre elles qui vont être renvoyées à Jeunesse et Sport. Donc elles vont faire une espèce de va-et-vient en l'espace de 2-3 ans, ce qui va susciter chez ces militants de l'éducation populaire du désarroi, de la colère, de la frustration et une incompréhension complète. Et ça va nourrir chez eux un ressentiment, le ressentiment que leurs structures ont été en quelque sorte reléguées. Là, on est en 60-61. Alors, en 60-61, évidemment, il va y avoir un certain nombre de documents qui vont justement permettre d'étayer, en tous les cas, cette idée qu'on n'a pas besoin de ces associations-là. Et ces documents vont être absolument à charge contre l'éducation populaire. On va considérer que, eh bien, elle est le plus souvent... il va y avoir un certain nombre de critères, et celui qui ressort, c'est celui que, eh bien, c'est que ces associations sont souvent des associations d'amateurs, et aussi, elles ont une volonté didactique, c'est-à-dire que elles sont trop dans le pédagogisme, chose que rejette absolument Malraux, qui, je vous le rappelle, voulait absolument différencier son ministère de l'éducation nationale, des beaux-arts et aussi de jeunesse et sport. Donc pour lui, dès l'instant où ces associations sont en rapport avec l'une de ces catégories-là, eh bien, il cherche absolument à les distinguer, à les différencier. Donc ces maisons de la culture, elles vont... donc ça va être l'élément moteur, c'est ce qui va permettre que la politique culturelle puisse se mettre en place, mais il va falloir aussi, ça c'est sur le plan du terrain, sur le terrain, mais il va falloir aussi des administrateurs. Et donc il va falloir recruter maintenant des administrateurs au ministère des Affaires culturelles. Et on est en 1959, et il faut savoir que depuis déjà une bonne quinzaine d'années, eh bien, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur, qui est celui du mouvement de la décolonisation. En 1945, il y a la répression des émeutes de Sétif. Il y a ensuite la guerre en 1947 contre l'Indochine. Et puis, ça va avoir comme répercussion qu'il va y avoir les accords de Genève en 1954, les accords de Genève qui mettent un terme à la première guerre contre le Vietnam. Et c'est en 1954, on observe que la France commence progressivement à perdre de ses colonies. Alors il se trouve qu'il y a une sorte de concomitance entre ce mouvement de décolonisation et puis la naissance du ministère des Affaires culturelles, c'est qu'on se dit, finalement, tous ces administrateurs qui reviennent des colonies, eh bien, peut-être qu'ils pourraient très bien occuper des postes à la culture. Puisqu'en plus de cela, ils avaient une très haute connaissance administrative, c'était généralement des cadres,
Et puis, ils avaient aussi une certaine idée de ce que c'est que la culture française. Vous comprenez bien que, du coup, eh bien, tous ces gens vont forcément avoir une place d'honneur au ministère des Affaires culturelles. Ce sont absolument des ambassadeurs de la culture française. Et parmi ces ambassadeurs, il y a donc ce Émile Jean Biasini, qui retourne en France après l'indépendance de la Guinée en 1958. En 1958, la Guinée est indépendante, elle refuse le projet de Gaulle de inscrire ce pays dans la communauté française, et donc Biasini, qui a occupé là-bas une charge qui était chargé de mission dans la France outre-mer. C'est la Guinée, je sais pas exactement. C'est la Guinée-Conakry? Oui, c'est le seul qui était français. Voilà. C'est la seule qui était française à ce moment-là, Guinée-Conakry, merci. Donc la Guinée-Conakry. Donc lui, Émile Jean Biasini occupait une charge, il était chargé de mission outre-mer et directeur de cabinet du gouvernement de Guinée. Donc lorsque Biasini est sommé de partir de ses bureaux, eh bien, il rejoint la France et il rencontre donc Malraux. Et Malraux lui dit, mais finalement, eh bien, ce que vous avez fait en Afrique, eh bien, vous pourriez très bien le faire en France, finalement, puisque vous êtes un ambassadeur de la culture française, donc vous pourriez faire le même travail en France. Et donc c'est comme ça que Émile Biasini rentre en 1960 et est nommé au directeur de la DTMAC, donc la direction du théâtre, de la musique et des affaires culturelles en 61. Alors, lui, son projet va être celui évidemment de valoriser cette culture officielle, c'est-à-dire cette culture de patrimoine. Il a pour projet de la valoriser et contre finalement la culture populaire, et de fait contre l'éducation populaire. Et ce qui va être déterminant ici, c'est qu'il va faire part de son expérience des colonies. Il va dire, et il va faire part de son expérience en disant, mais voilà, moi j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est-à-dire qu'il veut dire à Malraux, et c'est peut-être ce qui a séduit Malraux à ce moment-là, il va dire, mais de toute façon, moi j'ai pu faire l'expérience de quelque chose, autrement dit de l'universalité de la culture française. Il peut dire, mais je sais ce que ça veut dire. Il va dire, ben voilà, la culture française, vous comprenez, lorsqu'on montrait un spectacle ou un tableau, enfin une œuvre de notre patrimoine, eh bien, les spectateurs, le public, en l'occurrence ici les Africains, étaient aussi subjugués par les œuvres que l'étaient les Français, alors qu'ils n'étaient pas éduqués. Alors, si vous voulez, on se retrouve ici devant quelque chose d'assez problématique. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'il y a, en effet, une connotation raciste. On peut considérer que les Africains n'étant pas suffisamment cultivés, on leur montre les œuvres sont tellement puissantes, tellement fortes, que finalement, ils vont les aimer. Ils vont avoir un même choc esthétique que des spectateurs en France, dans les provinces ou à Paris. Un spectateur à Paris aura le même sentiment esthétique devant une œuvre qu'un spectateur en Guinée. Alors que le spectateur en Guinée ne connaît pas ces œuvres. Alors on pourrait considérer en effet qu'il y a là quelque chose d'un peu raciste, ou même carrément raciste, colonisateur, mais on peut considérer aussi d'une certaine façon que, à travers ce discours, il y a peut-être aussi la volonté de faire entendre qu'il y aurait une sorte d'égalité entre les spectateurs d'Afrique, de Guinée, et des spectateurs parisiens ou français, dans la mesure où l'œuvre, c'est ce qui permettrait peut-être de rassembler tout le monde. Donc ça part quand même d'un présupposé, c'est que l'œuvre, en tant qu'œuvre, n'a pas besoin de médiation, n'a pas besoin d'explication, de pédagogie. Il suffit simplement de la mettre en face d'un spectateur pour qu'il soit subjugué. Autrement dit, il compte sur un phénomène esthétique qui est celui du choc. Autrement dit, on n'a pas besoin d'explication, pas besoin d'éducation populaire, pas besoin de pédagogie. On compte sur le choc esthétique que peut susciter l'œuvre sur le spectateur. Et ça crée une espèce d'égalité, d'universalisme, tout à fait discutable. Oui, il faut le dire. Non, pareil, c'est encore très à côté, mais non, jamais. C'est une réflexion que je... Enfin,
à partir des années 60, il y a aussi, allez, peut-être un peu avant, mais on va dire que ça explose, la télé qui arrive. Oui. Oui, vraiment, je pense, elle est un peu avant, mais bon, les années 50, on va dire. Et j'ai l'impression, je sais pas, mais que en tout cas, cette pédagogie ou cette éducation, à un moment, elle est peut-être instrumentalisée par la télé, en tout cas, peut-être, je sais pas. Ah, est-ce qu'il utilisait la télé pour... Est-ce que la télé, à un moment, n'a pas ou été, à un moment, ce truc-là parce que, enfin, en fait, je pense à ça parce que la culture populaire, elle est inscrite à partir des années 60, clairement, aussi dans la télé, parce que c'est regardé par 80%, 90% de... Dans les années 60, je ne sais pas si la télé est dans tous les foyers. Hein. Alors, la radio, oui. Ça, évidemment, la radio, tout le monde en a une. Mais la télévision, il faut vérifier ça. bon, mais ouais, peut-être 70, mais à un moment, ça devient quand même assez fou comme culture. Enfin, ça crée sa propre culture, la culture télé. Oui, bien sûr. Et donc voilà, je me pose la question alors peut-être pas avec l'éducation populaire, tout ça n'a rien à voir parce que ça ne fait pas comment dire. Dans un sens où tu as raison, c'est que moi, par exemple, j'ai été élevé avec Au Théâtre ce soir. C'était les années 70. Oui. Et il y avait le théâtre tous les vendredis soirs à la télé. Et c'était une pièce qui jouait dans un théâtre parisien. C'était un peu théâtre des années du 19e. Et T'as de boulevard, hein, souvent. Pardon? C'est du théâtre de boulevard. Théâtre de boulevard, oui. Ouais. Oui, les théâtres 19e. C'était des mises en scène d'aujourd'hui. De boulevard 19e. Oui, c'est ça. Et donc tout le monde regardait la même chose, effectivement. Non, mais voilà, c'est juste par rapport à je sais pas pourquoi j'ai. Oui, mais la télé, c'est pour ça que la télé est venue se rajouter comme un outil de propagande aussi, parce que ça reste un outil de communication et on peut s'en servir de plein de manières. Et de culture populaire, parce que la culture populaire, même encore actuellement, elle est encore extrêmement présente dans la télé. Enfin, c'est ça, même si ça tend à mourir, mais c'est quand même. C'est fou, et le rituel de la télé et les personnages qu'on retrouve depuis 40 ans à la télé et plein de choses, moi quand je me retrouve face à ça, je me dis waouh, c'est très impressionnant et c'est fort quoi. Enfin, voilà. Et oui, c'est d'ailleurs tout. Ah, vas-y. Puis il y a aussi un truc où il y a la marchandisation de la culture, de l'art et dans les intentions par exemple à la télé, je pense que c'est complètement différent d'un rapport au. Je sais pas, une création dans un théâtre de l'éducation populaire qui se prétend être sur les écrans, je pense. Puis en plus, c'est vrai que c'est une dégradation aussi de l'image, des fois, peut-être, avec cet outil-là de télé ou de la marchandisation de la culture et de l'art qui devient une forme de consommation, une forme de. Ça devient un objet plus que quelque chose qui transcende, je pense, quelque chose de comment. Enfin, je sais pas, c'est compliqué aussi ces questions-là. Ouais. Moi, il y a cette aura que Benjamin il parle de l'aura de l'œuvre qui se dégrade avec le temps, avec sa reproductibilité technique et puis ou l'essentialité des œuvres, enfin la nécessité de des questions qui sont très complexes, je pense aussi. Elle parlait surtout du cinéma en l'occurrence. Benjamin ? Ouais. D'accord. Quand il parle de l'art autant de sa reproductivité technique, c'est le fait que le cinéma justement enlève l'aura de l'œuvre. Enfin bon, mais là, il ne parlait pas de la télévision en l'occurrence. Mais la télévision, c'est comme outil technologique, il va être fortement, il va servir d'argument justement contre l'éducation populaire. Parce qu'on va dire, mais regardez, ça serait un peu plus tard, mais regardez, à quoi ça sert de faire de l'éducation populaire, puisque les gens de toute façon ils s'éduquent, ils se cultivent en regardant la télévision. Vous voyez bien que votre travail ne sert pas à grand chose, c'est un travail qui est devenu obsolète aujourd'hui. Et ça, ce sera un petit peu plus tard. Écoutez, je vais clôturer là pour aujourd'hui, parce qu'il faut que je parte. À regarder les dates, à regarder la chronologie des faits, à essayer de les mettre en rapport, de montrer que cette histoire, c'est aussi l'histoire des conflits, etc., et qu'on montre les rapports de force entre la culture et l'éducation populaire. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une vision historique des choses, mais ça permet aussi d'avoir une vision historique de notre présent. C'est-à-dire que interroger notre présent d'un point de vue historique, c'est considérer que ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, ça s'inscrit dans une rupture ou une continuité avec le passé. Donc je pense que c'est intéressant, en effet, de constamment
se tourner vers l'histoire, de s'appuyer sur les éléments historiques pour pouvoir interroger notre réalité, puis la réalité de cette occupation, qui va bien au-delà évidemment du virus, quoi. Donc je pense que c'est intéressant en effet de se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, quoi. C'est des choix politiques. Dans le politique culturel d'aujourd'hui. C'est des choix qui sont inscrits. Voilà, et je pense qu'en effet, là on s'est arrêté en effet aux années 60, on peut aller encore un peu avancer pour arriver peut-être jusqu'à aujourd'hui, Ah, bien sûr. mais il nous faudra peut-être un peu de temps pour ça. Bah, comme c'est pour- Merci à vous. Merci.